good, make them icons. In the world out there, may they shine strong. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society. We can change, make the change a reality. People's lives are blurred, they need clarity. We're not playing, we're not dreaming, it's reality. Make the impact, you live a legacy. This is no football, no fantasy. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. Bow down, we're breaking bounds. We're soaring high, beyond the skies. They told me be resilient, the message sounded heaven sent. I never asked why, cause the message sounded relevant. In this time and age it was evident. With a lot going on we moved on. Hope to get a remedy to that pain. Reach greater heights, that's our aim. Together we unstoppable, breaking bounds, anything is possible. Bienvenue, bienvenue. Ce matin ou cet après-midi, ça dépend de là où vous nous suivez. D'ailleurs, je vais même demander à tout le monde dans le chat si vous pouvez mettre vos noms et aussi le pays duquel vous nous suivez aujourd'hui. Encore une fois, au nom de Baobab et de Mastercard, bienvenue à cet événement sur comment planifier sa carrière pour un meilleur avenir. Donc, avant de lancer les activités de ce jour, je vais d'abord commencer par demander à tout le monde, n'oubliez pas de masquer votre vidéo dans l'audience et aussi de vous mettre sur mute, en sourdine, pour permettre à nos panélistes de bien s'exprimer et que tout puisse bien se passer clairement. Autre chose aussi, c'est par rapport aux questions. Les questions, il y aura une séance Q&A, questions-réponses à la fin de la présentation, de la discussion entre le modérateur et nos panélistes. Donc, je vais demander tout au cours de l'événement dans le groupe chat à ceux qui auront des questions de me laisser leur nom sur le chat. Et à la fin de leur présentation, je vais appeler chaque nom de ceux qui auront des questions pour que vous puissiez prendre la parole et vous adresser directement à nos panélistes. Autre chose, c'est par rapport à la plateforme Baobab. Comme vous le savez, beaucoup d'entre vous, nous avons maintenant, ou ça fait quelques mois que nous avons maintenant un espace pour les francophones sur la plateforme, donc le Baobab Francophone Chat Channel. Je vous invite alors à être très actifs dans cet espace-là, car c'est votre espace. Soyez actifs, prenez des initiatives, échangez et gardez la plateforme intéressante et active pour la grande communauté Mastercard Foundation francophone partout dans le monde. Donc, sans plus tarder, comme je l'ai dit, cet événement sera sur comment planifier une carrière pour un meilleur avenir. Et la session d'aujourd'hui sera modérée par notre très cher Roch Agon. C'est un de nos anciens boursiers alumni actuellement de l'Université d'Abomey-Calavi au Bénin. Roch fait aussi partie de notre nouveau programme de Alumni in Residence de Baobab et il est le premier pratiquement à occuper cette fonction en tant que francophone. Et avec nous, aujourd'hui, il y aura M. Wilfried, aussi, qui nous vient aussi du Bénin, et M. Elolo au Togo. Alors, Roch, je te laisse la parole. Et à tout le monde, je vous dis en tout cas de passer un très, très bon moment. Posez des questions, encore une fois, dans le chat. Et vous aurez la possibilité de parler directement avec les panélistes vers la fin de leur présentation. Roch, à toi la parole. Merci. D'accord. Merci beaucoup, M. Credo, pour l'introduction. Bonsoir, chers tous. Je m'appelle Roch Agon. Merci de nous avoir rejoints. Planifier une carrière pour un meilleur avenir, c'est le thème qui nous a réunis cet après-midi. Et pour développer ce thème, nous vous avons invité deux panélistes professionnels du domaine. Il s'agit de M. Wilfried Awansou, chargé du programme Transition au sein du programme de bourse de la Fondation Mastercard à l'Université d'Abomey-Calavi. Il déploie à ce titre un ensemble de services visant à offrir une orientation académique et professionnelle aux boursiers de la Fondation Mastercard de l'Université d'Abomey-Calavi. De la rédaction du projet professionnel à la préparation pour l'obtention d'un stage ou d'un emploi, M. Wilfried Awansou accompagne, coach et soutient les boursiers. En 2015, début 2015,
il a été responsable du développement professionnel des compétences en leadership des boursiers de la Fondation Mastercard. Alumni du programme Public Management du Centre régional de leadership Yali Dakar depuis 2017, il milite au sein de plusieurs associations où il contribue à l'éducation, au développement professionnel et à l'accompagnement institutionnel. Monsieur Wilfried, bonsoir. Bonsoir, Roch. Merci beaucoup de m'avoir invité à cette activité. Bonsoir à tous. Merci. Alors, notre deuxième panéliste, c'est monsieur Elolo Ezra, professionnel des ressources humaines avec plus d'une dizaine d'années d'expérience à travers 4 différents pays et dans plusieurs industries. Monsieur Elolo occupe aujourd'hui le poste de directeur des ressources humaines et de la RSE au sein de la filiale togolaise automotive du groupe CFAO. Il a aussi travaillé pour quelques grandes entreprises et groupes comme AfriSearch, Castel Group, Majorel, Andy, tous leaders ou références dans leur domaine respectif. Aussi cofondateur du cabinet Optimum Partner depuis quelques années et conseiller aux opérations de l'association AfriStudies. Monsieur Elolo Extra travaille sur des problématiques particulières d'éducation, d'orientation et de recrutement de cadres pour le Togo et en Afrique. Bonsoir, monsieur Elolo, et merci pour avoir accepté l'invitation. Bonsoir, Wilfried, c'est un plaisir. D'accord, merci. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet et je rappelle aux participants de garder leur micro fermé jusqu'à ce qu'on leur donne la parole dans la session des questions-réponses. Ma première question s'adresse directement à monsieur Wilfried. Alors, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qu'une carrière? Quand doit-on normalement commencer par planifier notre carrière et en quoi il est important de faire cette planification? Merci, Roch, pour la question. Encore une fois, je voudrais remercier Baobab d'avoir contribué à l'organisation de cet événement. Alors, qu'est-ce qu'une carrière? Je dirais qu'une carrière, c'est la vie professionnelle d'un individu. Donc, l'ensemble des emplois qu'il exerce, des fonctions qu'il occupe durant sa vie professionnelle. Et la carrière démarre à partir du premier emploi que l'individu exerce à la fin de ses études et elle finit généralement à la retraite, même si après la retraite, de nombreuses personnes peuvent continuer à travailler. Donc, la carrière, c'est le temps actif que la personne occupe à travailler et à être rémunérée. Et donc, comme je l'ai dit, la planification de la carrière, normalement, devrait démarrer pendant qu'on étudie et au mieux, au moment où on s'apprête à finir ses études, à obtenir son diplôme. La planification de la carrière est très importante parce qu'elle est le meilleur moyen pour déterminer les conditions dans lesquelles on voudrait exercer de manière harmonieuse sa vie professionnelle. La planification de la carrière vous permet ainsi de savoir quelles fonctions vous souhaitez exercer, comment est-ce que vous vous arrangez pour exercer ces fonctions-là et comment est-ce que vous souhaitez évoluer dans votre vie professionnelle. Merci beaucoup. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Alors, nous avons compris que la carrière, on commence par planifier notre carrière le plus tôt possible. Et depuis la première année, on ne devrait pas dire, voilà, on est en première année, on ne doit pas se concentrer sur l'avenir maintenant. C'est l'école et les loisirs seuls qui comptent. Alors, justement, en parlant d'étudiants, en parlant d'être encore en première année, j'aimerais que vous nous expliquiez un peu comment un jeune qui est encore sur les bancs, qui est encore à l'école, peut commencer par planifier sa carrière dès le début de ses études. Merci. Je pense que la planification de la carrière démarre même avec le choix de la filière à l'université. Donc, quand vous obtenez votre bac, le moment où vous faites le choix de la filière dans laquelle vous souhaitez obtenir votre diplôme, à partir de ce moment-là, je crois que vous commencez déjà à planifier votre carrière. Parce que le choix de la filière universitaire détermine dans une large mesure les emplois que vous allez occuper. Même s'il est vrai que de plus en plus, il y a des personnes qui travaillent, exercent des fonctions pour lesquelles ils n'ont pas ou elles n'ont pas un diplôme ou elles n'ont pas obtenu le diplôme dans cette
filière-là. Donc, pour moi, la planification de la carrière démarre, si nous prenons le contexte africain ou le contexte béninois, démarre à partir du moment où vous avez obtenu votre bac. La première étape, donc, consiste à clarifier ce que vous souhaitez faire. Donc, sur le chemin de la planification de la carrière, nous allons rencontrer 3 verbes qui commencent par C. Donc, ce sont les 3 C. Le premier verbe, c'est clarifier. Il faut savoir ce que vous souhaitez faire, ce que vous souhaitez étudier, et c'est ce qui déterminera en réalité ce que vous allez exercer comme métier à la fin de vos études. Et donc, cette étape-là, généralement, je la situe au niveau de la première année universitaire. C'est l'année où vous arrivez à l'université, vous faites le choix d'une filière académique et vous commencez à essayer de savoir ce que cette filière académique-là vous permettra de faire après vos études. Pour y arriver, il y a plusieurs méthodes, peut-être qu'on y reviendra au cours de l'entretien, mais c'est le moment de commencer à chercher beaucoup d'informations. Comme on le dit, l'information est la clé du succès. C'est le moment de commencer à chercher si je choisis telle filière ou telle autre filière, qu'est-ce qui me permettra d'exercer telle fonction. Et si je choisis telle filière, quelles sont les différentes fonctions que je pourrais exercer. Et le choix de la filière également peut être fait en réalisant une petite introspection. Donc, vous déterminez en fonction de vos passions, de vos aptitudes, quelles sont les filières académiques à l'université dans lesquelles vous pourrez vous inscrire. Le deuxième verbe, donc, c'est le verbe connecter. Je crois que ce verbe-là, on pourrait l'appliquer à partir de la deuxième année, étant donné que comme le système de licence dans nos pays est un système sur 3 ans. Donc, se connecter. Connecter peut démarrer à partir de la fin de la première année. Donc, l'objectif, c'est de développer votre réseau professionnel. Après avoir, j'imagine, au cours de la première année, déterminé la filière dans laquelle vous voulez vous spécialiser, vous êtes inscrit dans cette filière-là ou bien vous êtes inscrit dans un tronc commun en sachant qu'à partir de la deuxième année, vous allez vous spécialiser. Vous commencez alors à développer votre réseau professionnel. Vous commencez à entrer en contact avec des personnes qui exercent des fonctions qui vous intéressent à l'issue de vos études. Ces fonctions-là, ces emplois-là, ce sont des emplois qui pourraient vous intéresser ou des emplois que vous pourriez exercer avec votre diplôme. Donc, vous commencez, vous pouvez développer vos connexions. Le réseau principal que je conseille à tous les étudiants, c'est de s'inscrire sur LinkedIn. Mais vous pouvez développer vos connexions également en participant à des événements, en discutant avec vos enseignants qui peuvent vous recommander à des professionnels, en participant à des informations, à des entretiens informationnels. Et le troisième verbe, c'est le verbe compétir. Le verbe compétir est utilisé à partir du moment où vous commencez à chercher un lieu de stage. Parce que quand vous cherchez un lieu de stage, vous êtes en compétition avec vos camarades de la même classe, mais également avec des étudiants des autres universités. Vous êtes également en compétition pour ceux qui recherchent un stage professionnel avec des étudiants qui ont déjà obtenu leur diplôme. Donc, c'est le moment où vous vous apprêtez à compétir. Et pour compétir dans le milieu professionnel, généralement, il faut savoir rédiger les outils de participation à des appels à candidature qui sont la lettre de motivation et le curriculum vitae. Donc, il y a différentes notions, différentes compétences que vous devriez également apprendre à acquérir durant la troisième année et qui vont vous permettre de vous préparer pour la vie professionnelle qui est une vie de compétition. Donc, si je devais résumer le verbe clarifier au cours de la première année pour déterminer là où vous voulez aller, le verbe se connecter pour développer votre réseau professionnel et le verbe compétir pour essayer de vous faire une place afin de pouvoir lancer votre carrière professionnelle. Merci beaucoup, M. Wilfried. Alors, nous avons tous compris, clarifier, connecter et compétir. En se basant sur ces 3 verbes, nous pouvons pleinement et bien réussir à planifier notre carrière en étant encore sur les bancs. Alors, je vais continuer avec M. Elolo. Bonsoir, M. Elolo. Oui, bonsoir, Wilfried. J'ai un problème de connexion, donc j'ai dû couper ma caméra. Je pense que c'est beaucoup plus facile comme ça. Oui. Ok, il n'y a pas de problème. Alors, M. Wilfried a expliqué maintenant comment on peut planifier notre carrière en étant encore sur les bancs, en étant encore à l'école. Maintenant, bon, la question que j'aimerais vous poser, c'est après cela, lorsque un jeune
obtient son diplôme et qui a l'ambition de devenir un salarié, comment il va faire dans le cadre de la planification de sa carrière? Est-ce qu'il est important pour lui d'aller directement chercher un master ou de chercher en même temps un emploi? Comment, juste après le diplôme, comment on peut organiser notre planification de carrière? Comment on peut planifier notre carrière? D'accord. Alors, je vais très rapidement faire une analyse du marché de l'emploi. Et j'ai envie de vous dire, on est sur un continent. Alors là, je vais être très centré sur l'Afrique. On est sur un continent où on a énormément de jeunes. C'est-à-dire, on est le continent qui a le plus de jeunes en réalité. Et on est sur un continent sur lequel on manque d'emplois. D'accord? Là où, quand vous allez en Europe, les gens peuvent se permettre d'aller jusqu'au doctorat avant de postuler. Moi, je recommande, si moi, je devrais être décisionnaire un jour dans le processus, je veux dire, d'éducation, je ferai des masters post-formation, un peu limite des exécutives. Pourquoi? Parce que quand vous allez jusqu'au master, et il arrive que des gens aient un cursus bien linéaire jusqu'au master, donc ils ont le bac, ils font les 5 années, ils n'ont jamais fait de stage, ils ne sont jamais rentrés dans le monde professionnel, puis ils vous envoient un CV où il n'y a simplement que le parcours. OK? Alors, c'est très intéressant parce que Monsieur Wilfried a dit tout à l'heure qu'il y a de la compétition. Il y a de la compétition. Quand vous arrivez jusqu'au master avec 0 année d'expérience et que vous vous retrouvez en compétition avec quelqu'un qui a une licence et qui chaque année, pendant 3 ans, a fait 3 mois de stage, vous pensez qu'en master, vous avez plus de chances que quelqu'un qui a ce parcours licence plus quelques mois de connaissance de l'environnement de travail. Ça, par exemple, c'est un élément qui va être déterminant. Et donc, moi, je ne recommande jamais d'avoir un parcours linéaire, sauf si vous êtes dans le domaine de la médecine, où vous avez tout de suite les stages et tout ça dans le parcours, ou sauf si vous vous inscrivez dans un parcours d'expertise comptable, où on sait clairement que vous allez vers quelque chose. Et même là, après, quand vous rentrez dans la partie, il y a une partie dans le processus où vous devenez expert comptable stagiaire. OK? Donc, dans tous les cas, sur la plupart des métiers, je recommande d'abord de prendre du recul. Quand vous faites l'analyse au niveau de l'orientation, quand vous commencez votre formation, n'attendez pas d'avoir le master en main avant d'être chercheur d'emploi ou avant de commencer à réfléchir à votre carrière. Déjà, je prends mon exemple personnel. Moi, je n'ai pas un diplôme RH à la base. Je suis arrivé au RH par un concours de circonstances. Mon premier emploi, ça a été assistant administratif et comptable dans un cabinet RH. OK? Et donc, après, j'ai été mis au contact des ressources humaines et ensuite, je me suis réorienté vers les RH par la suite. Et ça, par exemple, c'est un exercice que beaucoup de gens ne font pas. Les gens vont jusqu'au bout de la formation, sachant très bien comment aujourd'hui les formations sont dessinées, sont définies. Vous avez le bac, vous allez sur le campus, vous postulez en géographie, on ne vous prend pas, vous postulez en anglais, on vous prend. Et en fait, vous êtes obligé d'aller au bout de la formation en anglais, alors que vous n'avez même pas de perspective. Ensuite, vous finissez avec votre master en anglais, et là, vous commencez à vous poser la question, qu'est-ce que je fais ensuite? Quelqu'un qui, par contre, arrive en licence, qui commence à chercher un stage, qui prend une pause, qui commence à chercher un stage, il faut être pragmatique pour moi, et qui rentre dans un environnement et se rend compte en fait que l'anglais qu'il a fait ne lui ouvre pas autant de portes que la communication. Je prends un exemple, hein. Vous allez voir, il va s'inscrire en master en communication. Et cette personne, après 2 ans, quand elle va avoir un master, elle va avoir une bonne base en anglais, puis un master en communication. Et cette personne, elle va être super intéressante pour les entreprises. Pourquoi? Parce qu'elle s'y connaît en communication et parce qu'elle a des compétences linguistiques, alors que vous sortez avec vos 5 ans en anglais et que vous n'avez que l'anglais et que vous répondez peut-être pas aux besoins des entreprises à ce moment-là. OK? Donc, pour moi, déjà, je veux corriger ce truc, c'est que vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au master avant de vous poser la question comment est-ce que vous définissez vos carrières. Ensuite, quand vous vous retrouvez donc en fin de parcours d'éducation, et que vous êtes dans l'optique de construire une carrière et que vous voulez qu'elle soit bien construite, il y a 3 éléments importants. Le premier élément, c'est la discipline dans la recherche. OK? C'est la discipline dans la recherche. Le premier élément, c'est la discipline dans la recherche.
rechercher du boulot ou chercher du boulot, c'est un travail à temps plein. J'ai l'habitude de dire, aujourd'hui, on voit des jeunes qui sont en mesure de vous faire des montages TikTok, de passer toute une nuit pour vous faire des montages TikTok. Mais on voit des jeunes qui ne sont pas en mesure de bien rédiger un CV. Le sens des priorités. On connaît des jeunes qui sont en mesure de vous animer des pages, de faire des montages, des trucs pour leurs réseaux sociaux, mais ils impriment un CV. Quand ils impriment le CV, pour postuler maintenant, ils le prennent en photo avec leur téléphone et vous l'envoient par mail. Quelle est la cohérence? Donc pour moi, il y a un premier rapport, c'est la discipline. Chercher du boulot, c'est un travail à temps plein. Le second rapport, c'est la curiosité. La curiosité sur le monde du travail. Pourquoi? Parce que les formations qu'on nous donne, ça c'est une vérité, on ne va pas faire de langue de bois, elles ne sont pas adaptées au monde de l'emploi. Le mécanisme est simple. Très peu d'écoles vont associer, alors je vais dire une bêtise, il y a par exemple 10 écoles au Bénin qui forment des masters RH. Combien d'écoles du Bénin se sont approchées des professionnels du métier pour leur demander quels sont les besoins en RH que vous avez pour réadapter le modèle de formation pour que les gens soient consommés? Presque pas, presque pas. Moi, je me rappelle quand j'étais au Sénégal, il y a une école qui a lancé une formation, un bachelor en business administration, un bachelor plutôt en agro-business. Et pour le faire, ils ont appelé à la table tous les DRH des entreprises, comment vous dire, des terres. Et c'est nous qui avons dit, on a besoin de ça, ça, ça et ça. Et on s'engage à recruter tel nombre de personnes par année. Et ils ont lancé le bachelor. Et le bachelor marche très bien aujourd'hui. Il faut être pragmatique. Donc, vous, dans vos positions, vous devez être pragmatique. Vous devez comprendre le marché de l'emploi. Quelles sont les entreprises qui recrutent mon profil? Je vais me rapprocher de telle personne qui a déjà réussi à rentrer dans une entreprise pour qu'elle me dise comment faire, quoi faire. Vous devez lire le marché de l'emploi. Aujourd'hui, au Bénin, il y a la plateforme industrielle de Glodibé qui vient d'être lancée. Je donne un exemple. Okay? On sait que c'est une plateforme qui va consommer des logisticiens, qui va consommer des techniciens, qui va consommer des administratifs, qui va consommer des gens qui ont fait de l'ingénierie. Mais en fait, vous allez rester et vous allez continuer à postuler dans les entreprises que vous connaissez d'habitude parce que vous connaissez un grand frère ou un oncle qui a travaillé là-bas et qui est riche. Le rapport au travail doit changer. Donc ça, c'est le côté connaissance du marché et curiosité. Le troisième côté le deuxième aspect de la curiosité, c'est le développement personnel et professionnel. OK? Développement personnel et professionnel dans le sens où je suis curieux, je veux savoir comment mon métier évolue. Aujourd'hui, des jeunes sortent avec une connaissance du pack Office de 99-2000. Ils arrivent en entreprise, on leur donne un pack Office 2017. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas le même rapport. Les jeunes sortent avec des connaissances des logiciels qui sont obsolètes. Ils arrivent en entreprise, on les met face à d'autres logiciels. Comment est-ce qu'ils s'en sortent? Ça, c'est un travail constant à faire. Moi, je dis, quand on est à l'école, ceux qui ont les meilleures moyennes sont les plus cotés par les professeurs. Dans le monde de l'entreprise, il ne s'agit pas de ça. Ce n'est pas ceux qui sont bien notés, c'est ceux qui arrivent à s'adapter. En entreprise, pour évoluer, il faut réussir à s'adapter. Donc, pour moi, c'est les conseils que je peux donner déjà pour construire une carrière parce qu'il y a tellement de contenu que vous allez lire sur Internet. Moi, je préfère parler de concret, de ce que je rencontre, de ce qu'on a rencontré nous quand, à un moment donné, il fallait se construire et ce qui a pu faire la différence entre nous et d'autres personnes qui n'ont pas ou qui ne se sont pas mis dans ces conditions-là. Merci. Merci beaucoup, M. Elolo, pour cette intervention très fructueuse. On a compris qu'il ne faut pas se précipiter pour obtenir le diplôme, mais il faut surtout chercher à avoir de l'expérience avant de chercher à faire un master et tout. C'est l'expérience qui compte et c'est ça qui permet d'être plus compétitif sur le marché. Recherche d'emploi, on a besoin d'être discipliné et curieux et surtout créatif par rapport dans nos différents domaines. Alors, j'aimerais vous demander, Monsieur Elolo, selon vous, combien de temps on peut faire sur un poste? Par exemple, il y a l'un de mes professeurs qui dit qu'il n'occupe jamais le même poste pendant plus de 2 ans. J'aimerais vous demander donc, selon vous, quel est le temps maximum qu'on doit passer à un même poste ou bien dans une entreprise? Parfait. Alors, j'ai l'impression que je suis votre professeur. Moi aussi, je dis que je ne peux pas faire plus de 2 ans dans un poste. Mais les rapports ne sont pas les mêmes. Il faut que je vous donne un secret. Dans la vie, il faut comprendre que nous ne sommes pas pareils. OK? C'est-à-dire, vous pouvez être 2 enfants de la même maison.
avec la même éducation, et pourtant, vous n'allez pas avoir la même façon de faire les choses. Vous avez deux personnalités différentes. Et ça arrive, on va dire, à lui, il ne ressemble pas à ses parents, lui, il n'est pas comme ci, il n'est pas comme ça. Vous êtes vous avec vos particularités. Pour commencer. Ensuite, quand vous allez avoir un peu plus de maturité dans la connaissance des hommes et des profils psychosociaux, vous allez comprendre en réalité qu'il y a des gens qui naturellement peuvent prendre des risques et il y a des gens qui ne prendront jamais de risques. Donc, de cette façon, il y a des gens qui partiront chaque 2 ans à la recherche de nouvelles aventures et il y a des gens qui resteront 30 ans dans la même entreprise parce qu'ils ne peuvent pas prendre des risques. Ça, c'est la nature de chacun. Maintenant, si vous êtes de nature à accepter le risque, à tolérer le risque et à prendre le risque, à sortir de votre zone de confort constamment, moi j'ai envie de dire, il n'y a pas de temps précis, il n'y a pas de temps précis dans votre parcours que vous devez affecter à un poste. La réalité, c'est que quand vous êtes dans le poste, vous définissez ce que le poste vous apporte par rapport à votre carrière. Ça peut être, aujourd'hui, je travaille chez Bolloré. Il y a une nouvelle entreprise qui vient. Je suis assistant comptable. Donc, il y a une nouvelle entreprise qui arrive. Je postule là-bas à un poste de chef comptable. C'est une petite entreprise. Bolloré, c'est beaucoup plus grand. Donc, je me dis, je vais là-bas pour avoir le titre de chef comptable et l'expérience de chef comptable. Pas forcément pour gagner de l'argent. Donc, vous partez sur un salaire qui est quasiment similaire à ce que vous gagnez, mais pour aller chercher de l'expérience. Au bout de 3 ans, à un moment donné, vous allez vous dire, vous vous êtes sacrifié. Maintenant, il faut que l'argent rentre. À ce moment, Canal+ cherche un chef comptable. Vous avez déjà l'expérience de chef comptable, vous avez la connaissance d'un grand groupe, vous avez occupé un poste de chef comptable. Maintenant, vous pouvez aller chercher un poste de chef comptable avec le salaire qui va avec. Et ça, ce n'est pas une question de temps. Votre professeur qui vous dit qu'il fait 2 ans par poste, dans sa carrière, c'est ce qu'il s'est donné comme objectif par rapport à qui il est et par rapport à qui il veut devenir. Ne vous mettez pas de pression par rapport à ça. Il y a des gens qui vont avoir de la facilité à évoluer parce que parfois leur contexte leur permet d'évoluer. Il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de mal à évoluer, mais qui par contre seront beaucoup plus épanouis dans la forme de sécurité dans laquelle ils sont. Et en réalité, l'objectif d'une carrière, c'est un équilibre dans votre vie. C'est une question d'équilibre. Est-ce que vous êtes bien payé? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que? Et ce sont ces éléments qui permettent de faire ou de prendre des décisions en temps réel. Moi aussi, je dis, je ne peux pas faire plus de 2 ans dans un poste parce que moi, mon profil, c'est un profil sapeur-pompier. Moi, quand je viens dans une entreprise, déjà, je choisis une entreprise où je sais que c'est chaud, je vais, je déroule, je mets en place des choses et après, comme je suis quelqu'un qui n'aime pas la routine, une fois que tout est bien mis en œuvre et que ça commence à devenir routinier, je me dis, bon, on s'en va éteindre un autre feu. Mais ça, c'est mon profil. Quelqu'un d'autre à ma place, une fois qu'il aurait réglé tout ça, il se serait dit, bon, maintenant, on se repose. OK? Ok, d'accord. Merci beaucoup, monsieur. Alors, votre intervention m'a vous qui motiver quelqu'un à prendre un emploi. Rapidement les éléments sur lesquels on peut se baser pour choisir, voilà, telle entreprise c'est pour moi ou bien telle organisation c'est pour moi, je peux rejoindre et me sentir bien là-bas. Dites-nous en quelques mots les critères sur lesquels on peut se baser rapidement. Vous avez abordé ça concernant le changement de carrière, mais j'aimerais dire pour un début rapidement sur quoi il faut se baser pour choisir un emploi. Il faut se baser sur le besoin qu'on a. Une fois de plus, n'attendez pas de moi que je vous donne des réponses toutes faites. Là où vous, par exemple, vous venez d'une famille où vous avez besoin de travailler, vous, pour vivre, et quelqu'un à côté vient d'une famille où, qu'il travaille ou pas, il vit, l'approche n'est pas la même. Vous allez vers l'emploi pour diverses raisons. Ça, c'est un premier élément. Et vous choisirez votre première entreprise en fonction de l'étape de vie à laquelle vous êtes et des besoins que vous avez. Là où quelqu'un se dirait, je ne peux pas accepter un stage où c'est pas rémunéré, quelqu'un d'autre se dirait, moi, je veux un stage juste pour sortir de chez moi et avoir de l'expérience. Par contre, ce qui est important dans l'expérience et dans l'approche que vous allez avoir, dans l'expérience de vie et dans l'approche que vous allez avoir avec votre premier emploi, il faut que ce soit un emploi
qui vous permettent de démarrer votre carrière effectivement. Et je pense que M. Wilfried l'avait dit, il ne faut pas rester fermé, hein. Vous pouvez avoir un diplôme d'expert de comptable et dans votre premier emploi, vous retrouvez à faire du secrétariat. Et parfois, ce n'est pas le départ qui est le plus important, c'est comment vous ajustez au cours du parcours qui devient important. Et moi, j'ai envie de dire, vu le monde du travail comme il est aujourd'hui, vu les disponibilités comme nous avons aujourd'hui, l'essentiel est d'avoir un moyen de rentrer dans un emploi pour démarrer et ensuite d'ajuster. Je pense qu'il faut poser la question à M. Wilfried pour voir si on est du même avis ou s'il a des choses additionnelles à rajouter. D'accord. Alors, M. Wilfried, quel est votre avis par rapport à cette question? Quelles sont les choses sur lesquelles on peut se baser rapidement pour choisir notre premier emploi? Merci Rob, je crois que je suis totalement d'accord avec tout ce que Elolo a dit. J'ajouterai peut-être pour le candidat, c'est de voir dans quelle ambiance de travail il voudrait être. Donc, il faut être en mesure, au moment de faire sa planification de carrière, on peut également essayer de savoir dans quel type d'environnement professionnel on a envie de se développer. Donc, est-ce qu'on préfère un environnement où le supérieur hiérarchique est celui qui dirige tout, qui est très directif, ou bien on préfère un environnement où on a beaucoup plus de marge de manœuvre. Donc, tout ça peut faire partir du projet professionnel que l'étudiant rédige et qui lui permet, à la fin de ses études ou après une ou deux expériences professionnelles, de déterminer dans quel domaine il a envie maintenant de s'installer, j'ai envie de dire, et de prospérer. OK, d'accord. Et selon vous, notre diplôme, le diplôme qu'on obtient à l'université, c'est ça qui définit directement notre carrière? Je sais que M. Elolo a essayé de dire, bon, pour le début, on peut essayer de jongler. J'aimerais avoir votre avis. Est-ce que, bon, si j'ai obtenu un diplôme, est-ce que dans ma tête, je dois me concentrer, l'emploi que je dois trouver, ça doit être ça. Bon, même si je trouve un job pour le moment, après, je dois forcément me spécialiser dans ça, malgré que j'ai d'autres opportunités devant moi. Tout à l'heure, pendant que je préparais l'émission, je parcourais LinkedIn et j'ai découvert le profil du CEO de MTN Ghana. Et j'ai découvert que ce monsieur a obtenu un bachelor en génie civil. Donc, à la base, il est ingénieur génie civil. Et il se retrouve, après une vingtaine d'années, CEO de MTN Ghana qui est dans les télécoms. Donc, c'est pour répondre à votre question, pour dire qu'en réalité, on peut avoir étudié quelque chose et se retrouver à exercer dans un autre domaine. Je donne également des exemples que j'observe au Bénin de jeunes entrepreneurs qui finissent par s'installer dans le domaine de leur passion. Je prends par exemple des photographes, des cuisiniers, des coiffeurs et autres, des couturiers, qui ont peut-être fait médecine. J'en connais un, par exemple, qui a fait médecine, chirurgie dentaire, mais qui est également designer, qui fait du design, etc. À un moment donné, peut-être qu'il décidera s'il a envie de continuer à faire chirurgie dentaire ou s'il a envie de se spécialiser dans le design. Donc, d'une manière ou d'une autre, je crois que c'est ce qu'on veut vraiment. Il faut être en mesure de le découvrir. Il faut savoir s'interroger sur là où on veut aller. Et en fonction de cela, quels que soient les parcours qu'on avait déjà fait, on peut toujours se réorienter ou décider totalement de ne pas prospérer dans le domaine dans lequel on a fait ses études. OK, d'accord. Se réorienter, s'adapter. Alors, j'aimerais vous demander, vous personnellement, sûrement à un niveau donné, vous avez eu un plan de carrière, vous avez décidé d'un plan de carrière sur les directives. J'aimerais demander quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées dans un plan de carrière élaboré et comment vous avez pu faire pour surmonter cette difficulté? Alors, je vais peut-être étonner certaines personnes, mais peut-être pas rocker d'autres. Moi, je n'avais pas de plan de carrière parce que quand je finissais mes études, je n'avais jamais entendu parler de cela. Donc, je me suis adapté. Et c'est ce que je dis souvent quand je discute avec les étudiants avec qui je suis en contact, c'est que je crois que votre génération a une chance exceptionnelle que nous, on n'a pas eu. Je me souviens quand je finissais mes études, je n'avais peut-être pas ce contact-là avec un ordinateur, avec Internet. Donc, je n'avais pas cette facilité que j'ai actuellement de faire des recherches d'informations. Donc, chaque fois qu'un étudiant vient me voir, je lui dis souvent d'aller faire des recherches sur Google et de revenir pour qu'on discute de ce qu'il a trouvé. Donc, je reviens à moi. Je n'ai pas de plan de carrière. Je n'en avais pas eu. C'est maintenant
que j'essaie d'en établir un en fonction de ce que j'étudie, en fonction de ce que je découvre au fil du temps. J'ai fait des études en droit international et ces temps-ci, quand on me demande ce que je fais, je me rends compte que je fais beaucoup de choses et j'ai beaucoup de difficultés à dire que je n'ai fait que du droit international en réalité. Donc, des études universitaires de la licence jusqu'au doctorat, mais je ne travaille pas dans le domaine dans lequel j'ai fait des études. Je travaille dans le domaine de la gestion des projets et je travaille également dans le domaine de l'orientation professionnelle. Pourquoi? Parce que je suis naturellement très curieux et je fais beaucoup de recherches. Et à un moment donné, quand j'ai eu mon premier véritable emploi à l'université, dans le domaine dans lequel j'ai fait des études, donc en droit, j'étais assistant en relations internationales. Après 2 ou 3 ans, je me suis rendu compte que, bon, peut-être que je ne devrais pas le dire ainsi, mais je me suis rendu compte que je m'ennuyais parce que j'avais l'impression d'avoir déjà fait tout ce que je pouvais faire dans le domaine. Et donc, j'ai décidé que j'allais devenir gestionnaire de projet. Et j'en ai discuté avec quelques collègues, j'en ai discuté avec quelques amis. Et j'ai commencé à chercher de la documentation sur le sujet. J'ai suivi des formations, 2 ou 3. Et j'ai eu l'opportunité de pouvoir exercer dans des projets. Et au fil du temps, je crois que mes supérieurs ont compris à quel point je pourrais être utile pour tel ou tel aspect de ces projets-là. Et au fur et à mesure que j'évolue dans mon parcours professionnel, dès qu'un sujet m'intéresse suffisamment et que je sens que je pourrais également m'épanouir dans ce domaine-là, je vais faire de la recherche, je vais m'inscrire pour faire de la formation. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que les difficultés que l'on peut rencontrer généralement ont rapport avec l'adéquation entre ce que l'on voudrait faire et la filière dans laquelle on a fait nos études. Parce que pour ce que je sais, la majorité des étudiants au Bénin choisissent des filières pour lesquelles ils n'ont pas une bonne idée de ce qui les attend à la fin de leurs études. Donc, ils ne savent pas si je finis ma licence, qu'est-ce que je vais faire dans les 3 mois qui finissent, le moment où j'obtiendrai mon diplôme, qu'est-ce que je vais faire dans les 6 mois qui finissent, qu'est-ce que je vais faire dans les 1 an, etc. Et parce qu'ils ne savent pas quand ils finissent, généralement, ils restent à la maison ou bien ils ne savent pas dans quel secteur aller s'orienter, aller chercher. Donc, je crois que ça, c'est une principale difficulté, c'est l'attention que l'on porte à soi-même, à définir pour soi le projet que l'on voudrait réaliser. Une deuxième difficulté, je crois que c'est le manque de conseils, le manque d'orientation. Généralement, il y a peu de personnes qui sont disponibles pour accompagner les jeunes, pour leur permettre de découvrir ce qu'ils voudraient faire. Toutefois, je le dis souvent aux étudiants, et je vais revenir encore sur LinkedIn. LinkedIn est un réseau grâce auquel vous pouvez rencontrer beaucoup de personnes et obtenir beaucoup de conseils. Parce que comme je le dis souvent, toutes les personnes qui sont sur LinkedIn, même quand ils essaient des fonctions les plus avancées possibles, ils savent que c'est un réseau professionnel et donc ils savent qu'ils peuvent être contactés par des plus jeunes qui peuvent leur poser des questions. Et pour ce que j'ai observé, la plupart du temps, ils sont disponibles. Même s'ils ne répondent pas directement au premier message que l'on envoie, si on arrive à bien entretenir les relations professionnelles, on finit toujours par obtenir un conseil ou un avis de ces personnes-là. Donc, c'est ce que je voudrais dire par rapport à mon parcours personnel. D'accord, merci beaucoup, monsieur. Alors, merci pour ce partage. Alors, avant de passer à l'audience, j'aimerais poser la même question à monsieur Elolo. Monsieur Elolo, dites-nous aussi rapidement quelles sont les difficultés que vous avez eues dans votre plan de carrière et comment vous avez fait pour les surmonter. Alors, moi, au départ, je ne parlais pas de plan de carrière, je parlais de trouver un emploi. Et je rejoins M. Wilfried, c'est-à-dire que les choses sont évolutives, ok? Les choses viennent l'une après l'autre. Au départ, il fallait trouver un emploi, ce que j'ai eu la chance d'avoir. J'étais en France, j'étais encore étudiant. C'est une histoire, je dirais, toute simple. Je suis parti pour un poste de vacances. Finalement, ça s'est transformé en CDD. Puis, j'étais dans un cabinet où c'était un cabinet RH. Puis, c'est devenu chargé de recrutement. Donc, il fallait avoir un premier poste. Ensuite, il y a eu la partie opportunité. C'est ce que je disais. J'avais un poste dans le métier que j'ai appris. Puis, une opportunité s'est ouverte dans le recrutement.
Et j'ai saisi cette opportunité qui m'a mis au contact des ressources humaines. Donc, il y a la partie accès à l'emploi. Ensuite, il y a la partie opportunité. Maintenant, quand je suis arrivé dans l'opportunité, il faut se développer. Donc, il y a la partie développement. Qu'est-ce que je vais apprendre? Qu'est-ce que je vais acquérir comme expérience qui va me permettre d'avoir maintenant une vraie carrière? Donc, il y a la partie accès, il y a la partie opportunité, il y a la partie développement. Et à partir du moment où j'ai commencé à me développer, j'ai commencé à réfléchir. C'est quoi le next step? Qu'est-ce que je veux devenir? Et moi, j'ai fait un exercice très simple, OK? J'ai commencé à cibler les gens. Je me rappelle, quand moi, j'ai dit à mes parents que je voulais faire un master en ressources humaines, on m'a dit, pour venir travailler où? On ne recrute pas de RH en Afrique. Ici, on a des DAF. J'ai dit, oui, mais moi, c'est ce que je veux faire. Et j'ai fait des ressources humaines. J'ai trouvé des profils. J'ai ciblé et trouvé des profils qui étaient à des positions plus avancées que moi. C'est-à-dire, je regardais des profils de DRH à l'époque et je regardais leur parcours. Par quoi ils sont passés, par quelles étapes ils sont passés. Quand ils étaient à ma place, ils sont allés vers quoi ensuite? Et quand vous avez 10, 15 profils comme ça que vous regardez, ça vous laisse un large choix, un large horizon, et ça vous permet de comprendre quel est le processus pour avancer. Là, vous commencez à réfléchir carrière. Donc, quand vous êtes dans une entreprise où vous comprenez que, moi ensuite, je suis passé consultant, et puis de consultant, je suis rentré en entreprise. Quand vous comprenez que quand vous arrivez en entreprise, vous devez ensuite aller à cette étape. Avant d'arriver à cette étape, vous vous posez une question simple. Qu'est-ce que je fais pour arriver à la prochaine étape? C'est simple. Aujourd'hui, vous êtes stagiaire. Demain, vous devenez… Donc, stagiaire, ça, c'est l'entrée. OK? C'est trouver quelque chose. Vous arrivez assistant, c'est l'opportunité. OK? Ou c'est l'évolution. C'est l'opportunité. Ensuite, vous vous développez. Vous demandez à votre boss, montre-moi comment on fait ça, donne-moi ce boulot, je vais le faire, donne-moi ci, donne-moi ça. Et vous vous posez la question, maintenant que je suis assistant, quel est le next step? Vous allez devenir comptable. Vous étiez assistant comptable, vous passez comptable. Quand vous êtes comptable, vous savez que le next step, c'est chef comptable. Vous savez que quand vous quittez chef comptable, vous allez devenir responsable administratif et financier. Ensuite, vous pouvez passer contrôleur de gestion ou vous pouvez passer DAF. C'est tout un parcours qu'il faut comprendre. Et pour comprendre ce parcours, il faut s'intéresser à des gens qui sont passés par là. Donc, moi, la difficulté, par contre, que j'ai eue dans mon parcours, ça a été une difficulté de bousculer les codes. C'est-à-dire, je suis un éternel insatisfait. Je suis insatiable. Quand j'arrive à une étape et j'arrive à obtenir ce que je veux, je commence à me dire, je veux ce qu'il y a devant. Comment je fais pour l'avoir? Mais ça, une fois de plus, c'est moi. Il y a des gens qui arriveraient à une étape et qui se diraient, ouais, j'ai trop galéré pour arriver là, je me repose quelques années, je ne veux pas qu'on me dérange. Mais si vous êtes dans la logique de bousculer les choses, vous n'allez jamais arrêter dans votre parcours de vous battre. Parce qu'en réalité, toute la carrière est faite de difficultés. Il n'y a aucun moment où on se repose. C'est-à-dire, le monde de l'emploi même, c'est un monde de difficultés. Si vous arrivez dans un poste où vous n'avez pas de difficultés, où vous n'avez rien de ça, c'est que vous êtes incompétent. Si la difficulté n'est pas technique, ce sera une difficulté d'environnement, ou ce sera une difficulté qui est liée à vos ambitions, ou ce sera un manager qui n'a pas envie de vous faire évoluer ou ce sera un manager qui n'a pas envie de vous faire évoluer parce que place, ou des choses comme ça. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci aux panélistes. Alors, avec ce thème, avec les panélistes, nous avons compris beaucoup de choses ce soir. Commencez par planifier sa carrière depuis le plus bas niveau possible, depuis l'université. Clarifier, se connecter aux autres et définir des règles, et définir des objectifs précis, devenir compétitif sur le marché et tout. Le master, ce n'est pas le plus important, mais ce sont les expériences et il faut être discipliné, curieux et persévérant dans la recherche de l'emploi. Nous devons aussi nous intéresser aux nouvelles technologies et à nos devanciers pour pouvoir avoir une carrière bien planifiée et surtout obtenir les opportunités pour bien nous développer. Et dernièrement, nos panélistes sont les exemples palpables que le diplôme qu'on obtient, la filière qu'on fait n'est pas forcément le domaine dans lequel on s'épanouit en carrière, dans la vie professionnelle. Merci à tous. Je laisse la parole à M. Credo pour prendre vos questions et tout. Rappelez-vous que
Nous avons plusieurs intervenants et que vous n'avez qu'une seule minute pour poser vos questions ou faire des commentaires. Merci beaucoup. Monsieur Credo, vous avez la parole. D'accord. Waouh, waouh, waouh. En tout cas, quelle présentation. Merci beaucoup, Roch, pour la modération. Merci beaucoup, beaucoup, Monsieur Wilfried, pour vos interventions, Monsieur Elolo. Parce que je suis en train de suivre sur le chat. Je ne sais pas si les panélistes avaient le temps de suivre sur le chat, mais en tout cas, tout le monde a l'air vraiment d'être vraiment engagé. Donc, sans plus tarder, on a beaucoup de personnes qui ont envoyé leur nom pour les questions. Malheureusement, on ne pourra pas prendre tout le monde. Alors, je vais commencer par l'ordre par lequel j'ai reçu les questions. Donc, la première personne, ça sera... Ok, ma question elle est celle-ci. Est-ce ce que la spécialité dans laquelle nous obtenons notre diplôme définit forcément notre carrière? Les diplômes seuls garantissent un avenir de carrière réussie. Sinon, quoi faire en plus du cursus académique? C'est bon? Merci. Merci. Est-ce que M. Wilfried, vous pouvez prendre la question, s'il vous plaît, ou M. Elolo? Oui, je peux répondre à la question. Peut-être que c'est sûr que Lolo aura également quelque chose à y ajouter. Mais je crois que d'une manière ou d'une autre, on avait déjà abordé cette question-là durant l'entretien. Quoi faire? Je crois que c'est le complément. Quoi faire en plus des études académiques? Je crois que ça dépend de chaque personne. Comme je l'ai dit, à un moment donné, il faut s'interroger sur ce qu'on a envie de faire. Il faut peut-être s'imaginer dans une position, peut-être dans 5 ou 10 ans, où est-ce qu'on s'imagine, où est-ce qu'on a envie de se retrouver. En fonction de cela, on déterminera si la filière académique seule suffit, si le diplôme que j'ai suffit, ou s'il faut que j'aille faire quelque chose d'autre. Si je prends quelqu'un, par exemple, qui a fait une licence en énergie renouvelable ou en génie civil et qui s'imagine peut-être responsable de sa propre entreprise, il pourra décider, j'imagine qu'il pourra décider qu'il lui faut également des compétences en matière de gestion et que ces compétences en matière de gestion-là, il ne pourra pas forcément les avoir en étant sur le terrain, en faisant du câblage ou bien en construisant des murs, et qu'il faut certainement aller faire un stage dans un tel domaine ou bien aller travailler avec telle personne qui est un peu plus avancée et qui pourra l'aider à développer ses compétences en matière de gestion. Donc, comme je le dis, c'est en fonction de chacun, il faut pouvoir planifier, comme on le dit, et quand je dis planifier, c'est écrire un plan. L'écrire est plus facile et ça permet de suivre ce que l'on fait. Donc, dire dans quelques années, je voudrais faire telle chose, dans quelques mois, je voudrais être à tel niveau. Et donc, si la licence ne me permet pas de le faire, quelles sont les actions à prendre pour pouvoir atteindre ce niveau? Merci. Merci beaucoup, M. Wilfried. Je ne sais pas si M. Elolo a un mot à ajouter dessus ou bien sinon on peut passer à la prochaine question. Moi, je pense que tout est dit. On peut passer à la prochaine question. D'accord, merci beaucoup. OK, la prochaine personne sur la liste. Et bonsoir tout le monde. Bonsoir M. Lolo, bonsoir M. Wilfried. Merci pour votre présentation. C'est super de votre part. Ma question est celle-ci. M. Lolo avait énoncé une phrase qui disait que les mieux notés à l'école sont les plus coachés par les professeurs, mais que dans l'entreprise, c'est pas ça, que c'est ceux qui arrivent à s'adapter. Bon, je voudrais lui demander concernant cela, quel conseil il donne à nous étudiants qui sont encore en cours de formation? Parce que de nos jours, à l'école, ce n'est pas que ce que tu sais faire qui compte. Bon, on va dire à l'école, c'est notre qui compte. Et c'est que si on se donne trop à la pratique, on va être meilleur sur le plan pratique. On finit par sortir comme ça, pas abandonner les cours de l'école parce qu'on n'arrive plus à fournir les efforts d'école et on cherche pour apprendre la pratique. Donc, cela, ça embrouille parfois des fois. Ça embrouille parfois. Donc, j'aimerais lui poser la question. Comment il faut se planifier bien? Comment faut-il faire bien que d'être mieux sur le plan pratique et aussi d'être mieux à l'école? Merci. OK, merci, parfait. Alors, très rapidement et très facilement, hein, moi, je dis, tout est question de clés à avoir. Je m'explique. Alors, il est vrai que beaucoup d'entreprises, quand il faut mettre en place des programmes de recrutement des jeunes diplômés, vont aller chercher les meilleurs à l'école.
parce qu'on part du principe que c'est eux qui ont montré plus de capacité d'acquisition de connaissances. Mais là où la connaissance permet au départ d'accéder à l'emploi, c'est la compétence finalement qui permet de faire une carrière. Et ce n'est pas que la compétence technique, c'est aussi des compétences sur des critères de personnalité et ce qu'on appelle des soft skills. C'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence sociale, c'est aussi ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Donc, c'est beaucoup d'autres choses additionnelles qui vont vous permettre de développer des capacités qui vous permettront de faire une bonne carrière. Alors, je connais beaucoup de jeunes qui, tellement occupés par leur formation, n'ont par exemple pas le temps d'une vie associative. Ils n'ont par exemple pas le temps de participer à des projets, de savoir comment travailler en groupe. Donc, ils finissent super techniciens très bien. Ils arrivent en entreprise, ils n'arrivent même pas à travailler en groupe parce qu'ils sont individualistes. Et en entreprise, c'est le collectif. C'est-à-dire, même si vous êtes individualiste, l'entreprise, c'est une chaîne qui travaille. OK? Et donc, moi, j'ai envie de dire, par rapport à votre question, il faut tout développer. Il faut tout développer. La compétence technique ou la connaissance, elle est bien, elle est intéressante, mais ce qui va vous faire avancer, ce n'est pas que ça. C'est-à-dire, en entreprise, plus vous évoluez, plus vous vous rendez compte que ce qui vous arrive dépend à 80-90% de votre posture, de votre attitude. Et l'attitude, ça ne se note pas à l'école. Maintenant, de façon totalement pragmatique, j'ai envie de dire, quand vous êtes bon et que vous avez une capacité d'adaptation, il n'y a pas de raison que vous n'ayez pas un emploi. Parfois, même quand vous êtes mauvais, vous avez un emploi. Ce n'est pas grave. Ce qui va être déterminant par la suite, c'est votre attitude. C'est votre capacité à vous adapter au nouvel environnement dans lequel vous êtes, qui n'appelle plus uniquement la connaissance ou la compétence, mais qui va appeler d'autres critères qui vont vous permettre d'être un très bon employé. Merci. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Elolo. Merci, parfait, pour ta question. La troisième personne sur la liste, c'est... Pour moi, ce n'est pas une question, mais une clarification. Sur les plateformes Baobab et LinkedIn, comme M. Wilfried l'a dit, sur ces réseaux, il y a beaucoup de choses qui vont nous permettre de nous propulser. Et j'aimerais dire à mes frères et sœurs de faire des recherches. Il faut faire des recherches. J'avais commencé à étudier l'anglais au campus. Et bon, j'ai vu, je ne me suis pas fixé d'objectif. Alors, je me suis retourné en arrière pour voir qu'est-ce que je vais faire. C'est de là j'ai vu une école à l'île Maurice ici. Et grâce à Mastercard, j'ai postulé et j'ai eu une bourse. Actuellement, je viens de passer en deuxième année. L'école nous permet chaque année de faire des stages. J'aimerais les inviter à faire des recherches. Il y a des opportunités, beaucoup d'opportunités aujourd'hui qui s'offrent à nous. Donc, si on se donne, on va pouvoir y arriver. Merci beaucoup. D'accord. Merci beaucoup, Emmanuel. Il y a un problème de connexion, mais elle m'a envoyé sa question quand même. La question pour nos panélistes, M. Wilfried, M. Lolo, un de vous peut prendre cette question. Demande sur combien de temps doit-on établir un plan de carrière? Un plan de carrière, ce n'est pas un document qu'on fait et qu'on pose sur la table. La carrière, c'est quelque chose qui va aller jusqu'au dernier jour de votre vie en entreprise. Donc, à partir de ce moment, la question pour moi se répond à elle-même parce que on fait pas un parcours, on fait un projet professionnel. On fait un projet, on a une projection. On peut se dire, dans 10 ans, je vais devenir directeur. Dans 20 ans, je vais devenir DG. OK? Et là, à ce moment, on fait un parcours qui s'adapte à ce qu'on veut devenir. Mais une fois qu'on devient DG, est-ce que la carrière s'arrête? Non. On se redéfinit encore de nouveaux objectifs en réalité. Et donc, pour moi, un plan de carrière, c'est de la réadaptation continue. Mais vient un moment où on se dit, bon, là, on est vraiment en train de construire une carrière. Et c'est à ce moment que ça démarre. Ça s'arrête au dernier jour de notre vie professionnelle. Merci beaucoup, M. Lolo. J'espère bien que tu as capté la réponse de notre très cher panéliste. On va prendre encore des questions pendant encore environ 15 minutes. Donc, tu es là? Elle pose dans le chat, elle demande « J'aimerais savoir si c'est possible de développer 2 carrières en même temps. » Monsieur Wilfried ou Monsieur Lolo, un de vous peut prendre cette question, s'il vous plaît. Oui, est-ce que c'est possible de développer 2 carrières en même temps? Je pense que
je vais encore le dire, tout dépend de l'individu et tout dépend également des axes que cette personne-là décide de choisir. Si je décide par exemple d'être comptable la journée et musicien la nuit, c'est que je développe deux carrières en même temps. Si je décide d'être ingénieur en génie civil et électricien, c'est que je développe deux carrières en même temps, même si ces deux carrières-là, je peux les mener sur le même lieu de travail. Ça peut être difficile, j'imagine. Donc, tout dépend de ce que la personne souhaite faire, de son engagement, de sa volonté à aller au bout de ce qu'elle choisit, en sachant que en décidant d'embrasser deux carrières à la fois, elle aura travaillé deux fois plus que les autres personnes. D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Monsieur Wilfried. Merci beaucoup. OK. Aussi, on voit sa question dans le chat. Est-ce que c'est bon dans le monde professionnel de développer l'attitude de sapeur-pompier? Alors, je pense que ça va directement à Monsieur Elolo. Alors, bon, moi, je dirais tout dépend du métier que vous faites, de comment vous faites votre métier, de quel est votre profil. Moi, j'ai un parcours de départ qui est un parcours de consultant. J'ai travaillé dans des cabinets de conseil. Donc, mon profil au départ, c'est un profil de consultant. Je suis entré en entreprise parce qu'à un moment donné, je voulais non seulement conseiller des entreprises, mais pouvoir mettre en place ce que je leur… Avant, quand tu es consultant, en réalité, quand tu es consultant, tu viens, tu trouves le problème, tu dis comment faire pour le réparer, puis tu pars. Ou tu fais quelques temps pour mettre en place l'action et ensuite tu pars. Tu n'es pas là sur du long terme. Et quand je suis rentré en entreprise, j'ai compris qu'il y avait une difficulté particulière. Il y avait une difficulté particulière dans les mises en œuvre. Et je me suis davantage spécialisé sur ça. Ensuite, moi, mon profil, et je pense que ça me réussit bien. Aujourd'hui, je pense que j'ai le parcours que j'ai parce que j'ai la capacité à être sapeur-pompier dans les environnements complexes. Là où d'autres DRH n'iraient pas, moi, je n'ai pas de difficulté à aller et à me dire, je suis là pour changer les choses. Mais une fois de plus, tout dépend de votre profil. Si votre profil, c'est un profil qui est très sécuritaire, oui, non, je ne veux pas prendre de risques, vous ne pouvez pas avoir la carrière que j'ai. Vous aurez une autre carrière qui sera toute à votre honneur. Moi, je vais dans un environnement où il y a un besoin qui est défini et fonction du besoin défini, je fais ce que j'ai à faire. Donc, est-ce que c'est bon dans le monde professionnel de développer l'attitude de sapeur-pompier? J'ai envie de dire, dans le monde professionnel, vous avez le droit d'être qui vous voulez et d'avoir la carrière qui correspond à qui vous êtes. Mais d'abord, il faut se connaître. Merci beaucoup, M. Elolo, pour cette réponse. On a environ 9 minutes. Alors, on va voir. Bonsoir, chers panélistes. Bonsoir à tous. Ma question, c'est de savoir comment planifier sa carrière en tant qu'aspirant à l'entrepreneuriat. Étant sur les bancs, on a l'aspiration à l'entrepreneuriat, comment joindre les deux, bien que continuant ses études. Merci. OK, merci beaucoup, M. Wilfried. Je pense qu'il va prendre cette question. Oui, je peux dire quelques mots, même si je le reconnais volontiers, je ne suis pas spécialiste de l'entrepreneuriat, mais je pense que la première chose, ce serait peut-être de savoir dans quel domaine on a envie d'entreprendre. Et en fonction de ce domaine-là, chercher à savoir ce qui s'y fait, quelles sont les entreprises qui sont présentes, quelle est l'offre de service que l'on voudrait proposer, est-ce que cette offre de service-là existe déjà ailleurs, quelle est la comparaison que je peux faire de mon offre de service avec celle des autres, etc. Cela amène également à prospecter de la même manière que la personne qui recherche un emploi salarié. L'entrepreneur peut prospecter, il peut faire des stages pour essayer de comprendre davantage le milieu dans lequel il voudrait s'insérer, pour comprendre les besoins qu'il voudrait combler. Et au fur et à mesure, je crois qu'il aura suffisamment d'informations pour pouvoir développer les services qu'il voudrait offrir. À partir de ce moment-là, je pense qu'il aura également besoin, dans notre contexte, tout au moins à l'université, il pourra se rapprocher de personnes qui sont un peu plus averties que moi en matière d'entrepreneuriat et qui pourront l'aider à développer le plan pour pouvoir lancer son entreprise. C'est ce que je peux dire rapidement sur ce sujet. Merci beaucoup et merci beaucoup pour votre réponse, M. Wilfried. On a 7 minutes qui nous restent, alors je vais voir avec un d'entre vous peut partir, si celui qui est prêt. Merci pour la présentation. Monsieur Wilfried, en parlant, a touché le côté LinkedIn qui pourrait nous permettre pour pouvoir acquérir avoir certaines chances d'employabilité ou autre. Ma question est de savoir quel
qu'est-ce que nous pouvons faire pour avoir un stage en ligne à travers LinkedIn? Étant étudiants, nous ne pouvons pas faire un stage présentiellement. J'aimerais savoir si nous pouvons avoir un moyen d'acquérir un stage en ligne à travers LinkedIn. Merci bien. Je ne sais pas si l'objectif, c'est effectivement de faire un stage chez LinkedIn ou bien de trouver des opportunités de stage grâce à LinkedIn. Mais sur le second point, je pense que c'est tout à fait possible. Il suffit de faire suffisamment de recherches. La barre de recherche de LinkedIn et l'algorithme qui est derrière permettent de cibler les recherches que l'on fait en fonction du secteur d'activité, en fonction du pays, en fonction de l'entreprise, la taille de l'entreprise, etc. Maintenant, il faut également voir est-ce que le secteur dans lequel vous êtes, vous avez la possibilité de faire un stage à distance dans ce secteur-là. Donc, quelqu'un qui travaille sur des systèmes énergétiques, est-ce que vous n'êtes pas beaucoup plus dans une fonction manuelle ou est-ce que vous êtes beaucoup plus dans une fonction de conception? Je travaille avec une étudiante, par exemple, qui fait un stage à distance parce qu'elle est graphiste designer et elle est en mesure de pouvoir produire, rendre ses services à distance. Donc, il faut voir également le secteur dans lequel vous êtes. Si quelqu'un, par exemple, est dans le secteur de l'agronomie, je vois mal cette personne-là faire un stage à distance alors qu'elle travaille sur la production animale ou bien sur l'amélioration des cultures. Donc, comment travailler à distance, à moins que ce ne soit de la recherche pure et dure. Mais si la fonction est effectivement manuelle, cela peut être plus difficile. Mais pour revenir à LinkedIn, comme je l'ai dit, tout dépend de comment est-ce que vous organisez votre recherche, quels sont les mots-clés que vous utilisez dans la barre de recherche de LinkedIn pour pouvoir découvrir les opportunités. Vous pouvez même découvrir des opportunités en fonction des personnes que vous avez dans votre réseau professionnel. D'où l'intérêt, chaque jour, de pouvoir étendre votre réseau professionnel, d'ajouter de nouvelles personnes qui travaillent dans les entreprises, qui vous intéressent. Et en fonction de votre réseau professionnel, en précisant davantage votre recherche sur LinkedIn, vous pouvez découvrir des opportunités. Vous pouvez également découvrir des opportunités en faisant une recherche simple sur Google. Vous cherchez stage à distance ou bien remote internship, vous avez la possibilité de trouver beaucoup de choses. Maintenant, après avoir trouvé les opportunités, il faut être en mesure de pouvoir compétir et d'être sélectionné. Et ça, c'est une autre paire de manches. Merci beaucoup, Monsieur Wilfried. Merci. Alors, je pense que tu es de retour. Si tu es là, tu peux poser ta question. Okay. Bonsoir à tous. Vas-y. Et là, ma préoccupation, bon, c'est deux, mais je commencerai par la dernière. Et je suppose que après ma licence, je n'ai pas continué directement dans le monde professionnel. J'ai plutôt commencé avec un projet. Et après 1 an, 2 ans, je constate que bon, il me manque certaines expériences et compétences. Et j'ai bien envie de repartir en entreprise pour les acquérir. Bien que voilà que j'ai eu quelques années d'inactivité dans mon domaine, comment convaincre par mon CV, malgré ces années d'inactivité, et retrouver encore un emploi en entreprise? C'est ma première préoccupation, ça. Oui, la deuxième c'est, oui, malgré que tu déposes tes CV, bon, on ne te fait pas encore un retour. Quel conseil on peut avoir, bon, histoire de ne pas se décourager, bon, et continuer quand même? C'est-à-dire qu'il faut encore maximiser. C'est un conseil que je veux à cet endroit-là. Merci beaucoup. Monsieur Elolo, je ne sais pas si vous voulez prendre ça ou Monsieur Wilfried. Moi, je vais y répondre rapidement et je vais devoir vous laisser parce que j'ai d'autres obligations. Je l'ai dit tantôt, chercher du boulot, c'est un travail à temps plein. C'est-à-dire, dites-vous que là où vous postulez, vous avez, on va dire peut-être 100-150 personnes qui postulent pour le même poste. Pourquoi on ne vous rappelle pas? Moi, je suis dans les fonctions RH et je vais vous raconter 2-3 choses. Des fois, je reçois des mails sans objet, sans contenu, avec un CV qui m'est balancé. Si vous ne prenez pas la peine ne serait-ce que de renseigner un objet, d'adapter votre CV à l'offre, je ne l'ouvrirai pas. J'en reçois 150, 200 comme ça pour trouver un candidat
Donc, si vous ne facilitez pas le travail au recruteur, il ne vous facilitera pas la vie. Je prends un autre exemple. Vous avez un diplôme en communication. On cherche un assistant comptable. Vous n'avez aucun prérequis et vous envoyez votre CV. Quel est le pourcentage de chances que vous espérez? Ensuite, pour finir, vous ne prenez même pas le temps de comprendre ou de connaître le réel besoin de l'entreprise. Ça, c'est des candidatures spontanées. Vous ne pouvez pas adresser une candidature spontanée à une entreprise, par exemple, qui est en redressement judiciaire, qui n'arrive pas à payer des salaires depuis des mois et espérer un emploi. Je dis une connerie, hein? Je dis une connerie. Donc, il faut vraiment prendre le temps d'étudier les entreprises. Pour moi, quand vous cherchez du boulot, il vaut mieux prendre le temps d'étudier les entreprises et d'envoyer une candidature pertinente dans 10 entreprises plutôt que d'envoyer un CV dans 100 entreprises sans prendre le temps de les étudier. Étudier une entreprise demande beaucoup de choses. Qui tu connais? Est-ce que vous prenez des stagiaires? Dans quel métier vous prenez des stagiaires? Les stagiaires font combien de temps? Quelles sont les problématiques que vous avez? Qu'est-ce que je dois mettre dans ma lettre de motivation? C'est tout un travail à faire. Une fois que vous faites ce travail-là, votre candidature devient intéressante en réalité. Et à ce moment, vous avez une chance de décrocher un entretien. Et ça va être une autre paire de manches, comment se présenter en entretien et ainsi de suite. Donc, c'est tout ce que je peux rajouter. C'est vrai que ça peut être très frustrant, mais la réalité, c'est qu'une fois que vous vous disciplinez dans ces recherches, tout va bien. Alors, merci beaucoup, M. Lolo. Je sais que vous allez devoir nous quitter. D'abord, merci pour votre temps et pour toutes ces réponses pour nos chers boursiers. Alors, nous allons juste prendre une dernière question. Alors, ce sera adressé alors à M. Wilfried, vu qu'il est encore avec nous. Et nous allons clôturer l'événement. Et ce sera pour une question venant de Pula. Oui, bonsoir, monsieur. Voilà, vas-y. Oui, bon, en fait, je voulais parler à M. Loro, mais c'est déjà bon. Et j'ai déjà obtenu une réponse de M. Wilfried quand il répondait à M. D'accord, OK. Donc, pour tout est bon. Merci, Fredo. Je voudrais peut-être répondre à la première question. Allez-y. Par rapport au fait qu'il ait travaillé sur un projet, qu'il souhaite maintenant avoir une expérience en entreprise. En fait, dans la question, on a l'impression que le fait d'avoir pris du temps pour travailler sur un projet d'entrepreneuriat, il ne considère pas cela comme de l'expérience professionnelle. Ce qui, selon moi, est faux. Avoir pris du temps pour travailler sur son propre projet, c'est vraiment de l'expérience professionnelle. Tout dépend de comment est-ce que tu présentes cela sur ton CV. Donc, il faut être en mesure de dire sur quel projet tu as travaillé, quelles sont les fonctions que tu as exercées dans le cadre de ce projet-là, quelles sont les compétences techniques que tu as eu à mettre en œuvre dans le cadre de ce projet, et pouvoir indiquer dans le cadre de ta candidature pourquoi est-ce que tu estimes que tu as besoin maintenant de faire une expérience en entreprise. Donc, si tu dois par exemple envoyer une lettre de candidature une lettre de motivation à une entreprise, il faut pouvoir leur dire pourquoi tu as travaillé sur un projet professionnel et pourquoi maintenant tu estimes que tu as envie d'avoir de l'expérience en entreprise. Je crois que ton profil doit être encore plus intéressant que quelqu'un qui n'a pas eu de l'expérience sur un projet professionnel, parce que tu as eu, dans le cadre de la mise en œuvre de ton propre projet, tu as eu à mettre en fonction plusieurs compétences telles que, par exemple, la résilience, si je ne devrais m'en tenir qu'à ça, la résilience, pouvoir faire preuve pouvoir avoir de l'espoir dans ce qu'on fait, pouvoir faire preuve de courage, pouvoir affronter les difficultés, parce que quand on mène un projet professionnel, on rencontre toujours plus de difficultés. Et ces difficultés-là, comment est-ce que tu es en mesure de les surmonter? Ce sont autant de compétences, d'aptitudes personnelles que les entreprises ont envie d'avoir dans leur rang. Et généralement, on appelle ce genre de profil les intrapreneurs, donc des gens qui travaillent en entreprise, mais qui ont une âme d'entrepreneur et qui, je pense, sont beaucoup plus intéressants pour les entreprises. Merci beaucoup. Voilà, donc merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les intervenants. Je ne peux même pas citer tous vos noms, vous étiez tellement nombreux aujourd'hui. Grand merci à nos panélistes de la journée qui ont fait un travail excellent, une session tellement pleine d'informations, beaucoup de conseils.
beaucoup de directions. Monsieur Elolo à partir du Togo, Monsieur Wilfried à partir du Bénin. Grand merci évidemment à Roch, le modérateur de la journée, et à notre équipe technique ici à Baobab. C'était un événement réussi. Et encore une fois, pour ceux qui ne savent pas comment ça marche avec les événements, donc dans quelques semaines, nous allons balancer la vidéo pour ceux qui veulent revoir l'événement ou bien partager avec ceux qui n'ont pas pu assister à l'événement. Nous allons travailler sur la vidéo et nous allons partager le lien YouTube sur tous les réseaux Baobab francophones. Donc, ça sera disponible dans le chat channel francophone sur Baobab, ainsi que les ambassadeurs de votre institution auront accès à ces liens-là, qui pourront aussi partager ça à ceux qui n'ont pas été présents aujourd'hui pour que vous puissiez visionner, revisionner et partager la vidéo, parce que je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations très, très capitales qui ont été fournies lors de cette session. Alors, encore une fois, au nom de Mastercard Foundation et de la plateforme Baobab, je vous dis vraiment grand merci d'avoir passé pratiquement 1h30 avec nous ce vendredi, commencer votre week-end. Et merci encore une fois aux panélistes, à Roch et à l'équipe Baobab. Allez, bon week-end à tout le monde. That's my prayer, that's my hope, that's my plea too. Everybody listening to this fine tune. Lead the change, be the change in society.